Maouloud 2014, l'événement a mobilisé. Toute la nuit, des prêches, des prières ont été organisées pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et rendre un vibrant hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sécurité routière, notre pays enregistre plus de 800 morts par an du fait de la route et devant une telle situation, le gouvernement se sent interpellé et décide d'installer une commission interministérielle pour le respect du code de la route. 14 janvier 2013, 14 janvier 2014, un an après l'attaque de la localité de Djabali par les djihadistes, les populations se souviennent. Fort heureusement, Djabali se reconstruit avec l'appui du gouvernement. Nous sommes mardi 14 janvier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Édition que nous ouvrons avec ce communiqué. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le gouvernement et le peuple malien ont appris avec une grande affliction la mort tragique de 2 de nos compatriotes réfugiés de Beira au cours de leur déplacement à Nouakchott pour prendre part à la visite présidentielle en Mauritanie. En cette circonstance particulièrement douloureuse et émouvante, le président de la République, le gouvernement et le peuple malien adressent leurs sincères condoléances aux familles durement éprouvées des illustres disparus et prient pour le repos éternel de leur âme. Ils saisissent l'occasion pour adresser leurs vœux de prompt rétablissement aux blessés et informer qu'une délégation a été dépêchée auprès des familles des victimes dans les camps des réfugiés en Beira pour présenter de vive voix les condoléances, faire part de notre compassion et prêter assistance aux victimes et à leurs familles. Je vous le disais dans le titre, Bamako a vibré hier soir au rythme des cérémonies de célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Hier nu, comme de tradition, le ministre des Affaires religieuses et du culte a sillonné des mosquées et lieux de pêche qu'il préfère appeler les ayoua de la capitale. Une série de visites suivies par notre reporter Moïse Traoré. C'est peu de dire que le stade est archi-comble. La pelouse du 26 mars déborde de monde. Dans le cadre du Maouloud de naissance du prophète, l'exertation du guide spirituel Ousmane Madani Haïdara prône tolérance et droiture. La politique de réconciliation nationale et de lutte contre la corruption est conforme aux principes édictés par le prophète Mahomet. Les érudits, afin qu'ils interpellent chacun de nous dans notre conscience d'homme et dans notre conscience religieuse, à nous rendre compte que le respect de l'autorité, la bonne tenue face à la chose publique, le comportement moral notamment des enfants envers les parents, l'amour de l'école, le respect du professeur sont autant de valeurs aussi qui sont religieuses et que cela est exigé du bon croyant. Des deux côtés de la rive, la communauté musulmane s'imprègne des valeurs évoquées par des érudits tels Bayaya Haïdara à Wolofobougou Bolibana et Bandjougou Doumbia à Bamako Koura. Très comblé de ce que j'ai vu, du fait que porteur des messages du président de la République et de son gouvernement, de leur avoir transmis ses souhaits des plus hautes autorités, de voir l'islam servir de cadre de cohésion nationale, l'islam servir de ciment à la reconstruction d'un Mali pour la paix, d'un Mali pour le développement, d'un Mali qui entre dans le monde avec un visage tout neuf, baigné de spiritualité, baigné de profondeur religieuse, baigné d'humanisme surtout. Le ministre du culte des affaires religieuses et son collègue de l'urbanisme et de la politique de la ville étaient également au rassemblement organisé par le cheikh Soufi Bilali au stade Modibo Keïta. En début de soirée, la délégation gouvernementale s'était rendue à l'ancienne mosquée ou Misri Koroni du marché d'Abanani avant les bénédictions de la famille Kunta au quartier Zerni.
La communauté musulmane du Mali a célébré la nuit dernière l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'était à travers des prêches et lectures du Saint-Coran. Notre équipe de reportage, une autre équipe de reportage conduite cette fois-ci par Moussa Fané, a sillonné quelques lieux de prêche. Les fidèles musulmans du Mali, particulièrement ceux de Bamako, ont pris d'assaut les stades, les mosquées et autres lieux de culte pour invoquer Allah, notre Créateur. Ousmane Chérif Madan Aïdara, le guide spirituel de Ansardine International, a lui dirigé un sermon au stade du 26 mars où tous ont rendu un vibrant hommage au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le prophète Mohammed nous a toujours appelés à l'unité. Il a prôné la paix et la solidarité dans la société. Autre lieu de culte, un terrain de football à Faladje sous la présidence de El Hadj Sidi Konake, imam Khalif Tidjane de la Zaouia. Nous célébrons avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de foi, pour faire connaître ce que c'est que l'amour de l'homme envers l'homme. Que chaque homme voit en chaque homme son image. Du stade du 26 mars à Torokorobougou, en passant par Faladje, des milliers de fidèles ont célébré le Mawloud à travers lecture du Coran, prêche, louange à Allah et prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le Mawloud, c'est l'occasion de parler de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a subi toutes sortes d'injustices, mais il a fini à parler avec ses pires ennemis. Donc nous appelons le peuple malien, le grand peuple malien, à s'inspirer de ce modèle prophétique, à s'inspirer du prophète alayhi salatu wassalam, qui est notre modèle pour faire le pardon. Les prêcheurs ont également invité les Maliens à la cohésion et à l'unité nationale, facteur indispensable au vivre ensemble. Après la rive droite visitée par Moussa Fané, voyons comment la rive gauche a vécu l'événement avec Abdul Karim Kaba. Mawlud, ce mot arabe signifie en français la naissance. Il est fêté pour remercier Dieu pour avoir envoyé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est à pareille nuit que l'humanité a découvert le plus grand don divin, notamment le supérieur des supérieurs, le prince des envoyés d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apparu comme la pleine lune dans les ténèbres, comme l'étoile polaire pour un égaré. C'est lui qui est venu annexer l'obscurité et donner naissance à la lumière. Toute l'année durant, les fidèles étaient massés un peu partout à travers la capitale. De Misra à la Fiabougou, en passant par Medina Kroua et l'hippodrome, pour écouter les imams et autres prêcheurs sur la cohésion, l'union entre les musulmans et l'importance de l'avènement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La célébration du Mawlud montre l'amour et du respect de notre prophète. Comme Dieu dit dans le Coran, si vous aimez Allah, suivez Mohammed, Allah vous aimera. Le Mawlud est par excellence l'occasion d'expliquer aux fidèles qui est le prophète. Sa célébration est une opportunité pour les uns et les autres de raffermir leur foi en Dieu. Notre présence ici, c'est vraiment ça, illustre la proximité des autorités publiques avec tous les courants religieux, avec toutes les confessions, et notre disponibilité à accompagner tous ceux qui professent l'unité, l'entente, la cordialité entre les Maliens. Des séances de lecture de Coran, des prêches, des bénédictions pour la paix et la réconciliation des cœurs et des esprits au Mali ont meublé cette soirée de Mawlud à travers les quartiers situés sur la rive gauche du district de Bamako. La fête de Mawlud a été célébrée la nuit dernière aussi à Tombouctou, dans la ville des 333 saints, et cela dans la plus grande joie et la tranquillité. Les fidèles sous la baraka des imams et autres érudits ont prié et fait des bénédictions afin que notre pays renoue entièrement et définitivement avec la paix. Dans la cité des 333 saints, Mawlud est aussi l'occasion pour les Tombouctiens de la diaspora de retrouver les siens
Christian, nous dit Yehia Tandina. C'est par cette lecture panégyrique, autrement dit, les éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les traditionnels tours de la grande mosquée de Djingareber, que la communauté musulmane de Tombouctou a renoué avec la célébration du Mawlud. Cette fête anniversaire qui marque la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est d'une importance capitale, même pour les Tombouctiens de la diaspora, venus nombreux. Ça fait des années, à peu près 9 ans que je pars à célébrer cette fête, malgré ce qui s'est passé. Ce soir, je retrouve vraiment l'atmosphère d'antan. Donc, je suis vraiment content. Et je crois que c'est un événement qui va nous aider vraiment à oublier tout ce qui s'est passé ces temps-ci. Donc, j'ai vraiment la chance de coïncider avec. Ce rituel qui a été interdit l'année dernière par les forces du mal a repris dans sa plus grande ferveur sous haute surveillance sécuritaire. Des 3 célèbres mosquées, Sidi Yahya, Sankoré et Djingareber, en passant par les points de lecture Arawania, Kunta jusqu'au Marocain, l'ambiance y était. Je suis très contente de retrouver mes frères dans la gaieté parce que les gens n'ont plus peur comme avant. L'année passée, on n'a pas pu fêter comme ça. Ils n'ont même pas pu lire le Coran d'ailleurs, donc que Dieu nous montre l'année prochaine. La présence des fidèles, hommes et femmes à Sankoré, atteste l'attachement des Tombouctiens à ces valeurs religieuses léguées par les aïeux. Voilà ce que nous pouvons dire ce soir de cette célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'actualité sur un autre plan. Notre pays enregistre entre 600 et 800 morts par an, je dis bien entre 600 et 800 morts par an des suites d'accidents de la circulation. Un chiffre qui fait froid d'eau et la jeunesse est la première victime. Cela n'est pas acceptable. Il faut donc trouver des solutions urgentes pour lutter contre l'insécurité routière. C'est pourquoi le gouvernement et les acteurs et autres usagers de la route veulent prendre des dispositions pour le respect du code de la route et libérer la voie publique. Et cela passe forcément par la mise en place d'une commission interministérielle. Comment se fera l'application de ces différentes mesures? La réponse dans ce dossier réalisé par Mohamed Diarra. Bamako connaît aujourd'hui une forte croissance démographique. Cette urbanisation n'est pas sans poser des problèmes, parmi lesquels le taux élevé d'accidents de la circulation. Malheureusement, c'est la jeunesse fer de lance de la nation qui paie le plus lourd tribut de ces fléaux. Chaque année, nous déplorons entre 600 et 800 morts violentes sur la route. Entre 2006 et 2012, il a été enregistré 66 857 victimes, dont 4 657 tués, avec une pointe en 2011 où on a enregistré 11 447 victimes avec 889 tués. Ce triste constat interpelle tous, décideurs politiques, usagers de la route et autres partenaires techniques du Mali. C'est pourquoi les ministres de la Sécurité et celui en charge de la politique de la ville ont rencontré les acteurs concernés en vue de diagnostiquer le mal et de trouver les remèdes rapides. Les causes des accidents sont la méconnaissance du code de la route et le non-respect du code de la route. Les ralentisseurs qu'on appelle dans notre jargon gendarmes couchés, aussi qui sont des facteurs accidentels, contrairement à ce que les gens croient. Les gens pensent que ça va réduire les gens, mais moi je trouve le contraire. Parce que ça fait que les véhicules freinent incessamment à tout bout de champ sur les gendarmes couchés qui sont en nombre élevé sur certains axes. Autre équation à résoudre, c'est la floraison des tricycles à l'origine des embouteillages interminables. Et malheureusement, le code de la route est muet sur la question. Ce n'est pas du tout réglementé. Bon, quand tu vas trouver des embouteillages sur le pont FAD là, mais tu ne trouveras jamais un accident, mais tu peux faire 20 à 30 minutes sur le pont FAD, mais quand tu arrives au bon milieu, tu ne trouveras que des tricyclistes qui causent ces embouteillages-là. Pour certains, la lutte contre l'insécurité routière passe aussi par la libération des voies publiques occupées au vu et au su de tout le monde, ce qui constitue une entrave à la fluidité de la circulation. Les postes de contrôle à la sortie et à la rentrée de Bamako, c'est devenu un marché. Quand les véhicules veulent se garer pour aller se faire contrôler, c'est une affluence des gens, des commerçants qui courent vers les véhicules. Cela aussi pose des problèmes, ce sont des risques. La chaussée est équipée irrégulièrement
pas les marchands. Cela pose des problèmes. Quand vous prenez l'exemple sur la route de Dabadani, les commerçants ambulants ont pris la route. Le trottoir est fait pour les piétons. Maintenant, les piétons, ils n'ont même pas de place pour marcher. Surtout les véhicules, ils viennent étaler leurs marchandises sur le goudron. Donc les véhicules de transport sont obligés de s'arrêter au beau milieu de la route. Il y a un service qui est chargé, il y a une structure qui est chargée de contrôle routier, qui doit jouer son rôle. Et c'est ça l'application. C'est pourquoi on dit qu'il faut appliquer les textes dans son intégralité. L'occupation anarchique de la voie publique appelle simplement la libération de la voie publique. C'est simple comme bonjour. La voie publique est réglementée. Son usage est réglementé. Ses règles d'occupation sont précisées. Vous avez une responsabilité des collectivités locales et vous avez une responsabilité de l'État. Désormais, l'impunité cédera la place aux sanctions. Les textes seront appliqués à la lettre. Sous l'égide, encore une fois, du ministre en charge de la sécurité, une commission interministérielle est envisagée, tenant compte de ce qui existe par ailleurs, pour que dans l'urgence, des mesures puissent être prises, mais aussi que ces mesures soient suivies des faits. Il ne s'agit pas d'annoncer des actions de manière spectaculaire pour voir à demain et après-demain qu'on les a oubliées. Le sérieux nous recommande de prendre des mesures, de les mettre en œuvre et de suivre leur exécution pour que toute application partielle ou toute inapplication soit corrigée immédiatement et que s'il y a lieu, des sanctions soient prises contre ceux. En tout cas, les premières retombées concrètes des nouvelles mesures devraient suivre dans les jours à venir. 14 janvier 2013, 14 janvier 2014, un an après l'attaque de la localité de Djabali par les djihadistes, les populations, je vous le disais d'ailleurs dans les titres, les populations se souviennent, Djabali se reconstruit avec l'appui du gouvernement. L'état des lieux avec notre équipe de reportage basée en 4e région, à Kandesila et Karamoro Traoré. La vie reprend de plus belle à Djabali un an après l'envahissement de cette localité de Nyono par les extrémistes religieux mis en déroute à Konan grâce aux efforts conjugués des armées maliennes et françaises. Djabali, zone de production par excellence de l'Office du Niger appelée zone de Kouroumari, et du projet d'irrigation d'Alatona. Cette année, nous avons pu mettre en valeur 21 143 hectares, soit au 99,84%, ce qui est très très important. Et nous attendons une production totale de 137 143 tonnes, ce qui est très important aussi dans la zone de Djabali. Cette année, ça va. J'ai pu récolter 90 à 80 sacs à l'hectare. Un an après, nous sommes au marché de Djabali qui grouille du monde ce samedi, jour de la foire hebdomadaire. Les deux épreuves que la localité a vécues, voilà, il y a un an, semblaient être un mauvais souvenir, même si quelques stigmates restent encore là, rappelant le combat héroïque que nos forces armées et de sécurité ont livré face aux djihadistes. Les marchés, ça va, parce qu'aujourd'hui, il y a la sécurité. Nous avons repris les activités. Nous sommes loin de la période de crise où nous avons fait sortir des gens avec des sacs. Nous profitons de cette occasion aussi pour remercier notre vaillante armée malienne. Le jour du 14, nous ont tenu bon. De là aussi, on va remercier l'armée française qui est venue au secours de notre armée pour sauver notre village, qui est aujourd'hui libre de toutes les djihadistes. Pourtant, il y a un an, les médias du monde étaient massés à Nyono, situé à 65 km de cette agglomération qui faisait la une de l'actualité. Certains contemplaient la petite plaque de Djabali située tout juste à la sortie de Nyono, scrutant la route qui mène à Djabali, coupée du reste du monde, tout en imaginant ce qui se passe dans cette localité aux mains des extrémistes religieux. Un peu moins de 10 jours, suite au bombardement de l'armée française appuyée par les troupes maliennes, le monde entier découvrait le désastre, la désolation, le calvaire des populations durant ces journées d'occupation. Des véhicules calcinés, des édifices publics saccagés et pillés, des lieux de culte profanés, des engins explosifs à même le sol
et même des cadavres abandonnés par les occupants dans leur débandade. L'attaque de Djabali a commencé par le bon de Alatona. Nous, on a refusé à tirer différentes roquettes, comme l'ennemi déjà, elle a mélangé avec la population. De là-bas, plus les BM maintenant, plus on va l'utiliser. C'est la population malienne. Et là-bas, on a choisi, on va replier sur Nyono, comment on va organiser au retour. Actuellement, Djabali, il est sur le contrôle des forces armées et de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité au niveau de Djabali et environnant se porte très bien. Les gens vaguent à leurs préoccupations et la zone est contrôlée. Aujourd'hui, l'espoir est de mise au sein des populations de Djabali et environ. Cela, grâce aux efforts conjugués de l'État et de ses partenaires qui n'ont cessé d'apporter l'appui nécessaire pour le retour rapide à la normalité à travers les dons de toute nature, la réhabilitation des locaux saccagés, le redoublement de l'administration et l'octroi des fonds d'investissement, entre autres. Le même mois de janvier, nous on est revenus et dès lors nous sommes là, tous les jours, jour pour jour, nous travaillons, on n'a enregistré aucune perturbation. En ce qui concerne la région de Ségou, nous avons signé le 29 octobre une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et pour un montant de 500 millions de francs CFA pour la mise en état des infrastructures dans les communes de Nampalari et de Sokolo. Dans le secteur, essentiellement c'est l'Office du Niger. Ils sont là. C'est l'éducation, ils sont là. C'est la santé, ils sont là. C'est les producteurs, c'est les femmes, c'est les enfants, ils croient. C'est la reprise progressive. Nous-mêmes, depuis jusqu'ici, nous sommes là. Oui, un an après, Djabali retrouve ces valeurs culturelles qui ont toujours caractérisé notre pays, le Mali, uni dans sa diversité culturelle. Voilà, de vieux souvenirs. Le vaccin anti-rotavirus, depuis hier, on en parle, fait désormais partie du programme élargi de vaccination. Le lancement a eu lieu ce matin et ce vaccin vise à protéger les enfants de 0 à 11 mois des diarrhées sévères. Diarrhée qui est la cause de décès d'environ 7000 enfants par an dans notre pays. Amadou Sankaré. Ce sont des mamans très enthousiastes qui sont venues pour l'administration de la toute première dose du vaccin anti-rotavirus à leurs enfants. Un vaccin qui vise à réduire le nombre de décès d'enfants liés aux diarrhées à rotavirus estimé à 7000 par an dans notre pays. Le lancement de ce vaccin anti-rotavirus va permettre de prévenir la forme responsable de la plus importante mortalité parmi les diarrhées des enfants dans les pays en développement. Il va ainsi contribuer à réduire la mortalité infantile et à accélérer l'atteinte au Mali de l'objectif du millénaire pour le développement numéro 4. Les efforts de la France sont significatifs puisque sur les fonds engagés sur ce programme pendant la période 2013-2016, la contribution de la France s'élèvera à 1,3 million d'euros. Ceci était possible surtout grâce à l'organisation de la société civile, qui joue un rôle clé dans les services de vaccination avancée et mobile. Cette opération va se faire progressivement en 3 étapes. La première étape va concerner uniquement le district de Bamako, dont l'effectif vaccinal représente à peu près 13%. La deuxième étape se fera en 2015, après l'introduction de la première phase, et elle concernera les capitales régionales dont l'effectif vaccinal est étendu et représente environ 25% des enfants cibles. La troisième étape se fera en 2016. La couverture s'étendra à l'ensemble du pays. L'introduction de ce vaccin portera à 11 les maladies cibles du programme élargi de vaccination au Mali. Et pour que ce vaccin anti-rotavirus voie le jour, les chercheurs maliens ont travaillé sans relâche. Je suis plus que comblé. Avant de passer à tout commentaire, je voudrais remercier Dieu et remercier l'ensemble de mes collaborateurs. Ceux qui ont vraiment travaillé, c'est ceux qui sont mes collaborateurs qui sont autour de moi. Les acteurs de la santé
n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'ils envisagent l'introduction dans le PEV au cours de cette année du vaccin contre le cancer du col chez la femme. Démarrage des journées de rencontre de la coopération hospitalière ici à Bamako. Durant 4 jours, les participants vont réfléchir sur une stratégie de coopération hospitalière en conformité avec les orientations du plan décennal de développement sanitaire et social. Compte rendu, Rachel Tessougué. Cette rencontre est une occasion pour les acteurs de la santé et leurs partenaires français d'échanger sur la situation des hôpitaux au Mali en termes de force, de faiblesse et de menaces. Des thèmes liés à la maintenance et l'équipement des hôpitaux, l'hygiène hospitalière, les médicaments et les autres produits pharmaceutiques seront également abordés. Nous fondons l'espoir que ces échanges permettront d'établir le point de la situation et d'identifier des opportunités ainsi que les idées de mise en œuvre dans une perspective de mutualisation et de partage d'expertise et d'expérience. Dans le cadre de la coopération décentralisée entre les localités de France et celles du Mali, des hôpitaux français et maliens ont établi des partenariats féconds. L'impact le plus apparent de cette coopération est certainement celui de la formation en cours d'emploi des ressources humaines, grâce à laquelle de nombreux médecins, chirurgiens, techniciens et personnels paramédicaux ont été formés dans leur spécialité. Ces formations sont dispensées grâce à des approches complémentaires, associant notamment des missions d'experts français au sein des hôpitaux maliens et des stages de professionnels maliens dans les établissements de soins français. Des recommandations seront faites en vue d'une meilleure planification coordonnée des partenariats hospitaliers. Restons toujours dans le domaine de la santé. L'hôpital Fousséni Ndao de Caille connaît depuis 6 mois de grands changements. La direction travaille à une amélioration de l'environnement. Faisons le point avec Jafar Aïdara depuis Caille. L'hôpital Fousséni Ndao reçoit par jour des centaines de patients qui viennent soit pour des soins, soit pour des consultations. Mais en cette période de grande fraîcheur, la plupart des patients souffrent des maladies respiratoires ou du paludisme. L'hôpital de Caille étant un hôpital de 2e référence, nous accueillons surtout les cas compliqués, les cas qui viennent souvent après une prise en charge débutée ailleurs. Donc, en général, c'est des cas qui nécessitent une hospitalisation que nous gérons à l'hôpital ici. Aujourd'hui, l'hôpital Fousséni Ndao connaît un grand changement grâce aux mesures prises par la direction générale. Il est interdit aux engins à 2 roues d'entrer dans l'enceinte de l'établissement. Seuls les véhicules transportant les malades y ont accès. Les visites sont limitées pendant les heures de travail. La réhabilitation des bâtiments et l'acquisition de nouveaux équipements sont en cours. On sent également un changement dans le comportement du personnel. Au niveau des salles d'hospitalisation, au niveau des toilettes, au niveau de la cour, donc nous avons, avec l'engagement de tous les personnels, l'ensemble des organes de gestion ont été impliqués, beaucoup de réunions ont été tenues jusqu'à ce que vraiment on ait vu que l'ensemble, en tout cas l'essentiel, adhérait à ces changements. Autre changement, l'installation d'un nouveau logiciel pour faciliter la gestion des dossiers médicaux et améliorer la gestion des ressources. Nous avons prévu d'installer un logiciel qu'on appelle PRED sur les ressources propres. Le logiciel PRED sur les ressources de l'État existait déjà. Et à notre avis, ces 2 logiciels nous permettront vraiment de faire ressortir les recettes par service, les dépenses par service, et que de façon périodique, chaque 3 mois, nous puissions échanger avec le personnel. Et avec ce logiciel, une fois que le patient arrive, son dossier médical est immédiatement ouvert au niveau du bureau des entrées et un numéro est affecté automatiquement. Ça permet aux praticiens qui doivent recevoir les malades depuis le bureau des entrées de savoir qu'il y a tel malade qui vient vers moi. Il faut rappeler que l'hôpital de Caille a été créé en 1883 par les militaires français lors de leur pénétration en Afrique de l'Ouest. Il avait pour vocation essentielle de prodiguer les premiers soins aux blessés de guerre avant leur évacuation sur le Sénégal ou la France. En 1959, il devient hôpital secondaire, puis hôpital régional en 1969.
Nous retrouvons le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la ville, Moussa Mara, était face à la population de Koulouniko. Koulouniko, sûrement un quartier de Bamako. Il s'agissait par cette rencontre de comprendre les difficultés rencontrées par les populations afin de les solutionner et très rapidement. Abdul Karim Kaba. Échanger avec les populations des quartiers défavorisés, expliquer la politique du gouvernement pour la réduction de la souffrance, voilà l'objectif de cette rencontre avec les habitants de Koulouniko en commune 3 du district de Bamako. Nous, dans le cadre de la politique nationale de la ville, il y a un axe relatif à la citoyenneté locale, à l'amélioration de la gouvernance locale, au rapport entre les élus et la base. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que nous avons souhaité innover dans l'approche qui consiste à venir organiser des assemblées dans le quartier qui sont ouvertes à tout le monde, où il n'y a pas d'exclusivité, où tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense par rapport aux soucis quotidiens du quartier. Pour ce qui concerne les difficultés rencontrées, la population de Koulouniko n'est pas allée avec les dos de la cuillère devant le ministre Mara. Koulouniko veut que la route Koulouniko-Samé soit bitumée. Un grand problème au niveau de l'école. Manque de salles de classe, manque d'eau potable dans les quartiers, insuffisance des poteaux électriques qui fait qu'une bonne partie de notre quartier n'est pas desservie d'électricité. Absence de centres de santé dans les quartiers de Koulouniko. Et au ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la ville de dire qu'avec l'implication de tout le monde, ces problèmes seront vite résolus. On décide avec les populations, on travaille avec les populations et chacun contribue à la mesure de ses possibilités pour créer les conditions d'un meilleur vivre dans les quartiers de Bamako, notamment les quartiers défavorisés. Moussa Mara entend ainsi procéder pour mieux comprendre les préoccupations des populations afin de dégager avec celles-ci les voies et moyens susceptibles d'alléger leurs souffrances. Plus de 130 millions de francs CFA, c'est le coût global du matériel acquis par le Palais de la Culture de Bamako. Il s'agit d'un appui du gouvernement sur le budget spécial d'investissement pour renforcer ce service. Le ministre de la Culture, Bruno Maïga, a procédé à la remise de ce don en présence de notre reporter Ba Traoré. Ce lot se compose essentiellement de matériel de lumière, de son et d'un groupe électrogène de 500 kVA. Un arsenal qui vient renforcer les capacités de la structure. Mes sentiments sont d'abord des remerciements à l'endroit de mon département de tutelle pour avoir consenti de mettre autant de moyens au Palais de la Culture pour permettre de combler un vide qui existe, des insuffisances dans la salle. Nous louons la salle et souvent on a des frissons. Premier frisson, c'est que nous n'avons pas toujours les moyens adéquats pour que celui qui assure la location puisse être à l'aise, le matériel essentiel qui manquait. Et l'autre angoisse qu'on avait, c'était des possibilités de coupure d'électricité, de délestage. Cet appui du gouvernement, selon le ministre de la Culture, vise à permettre aux agents de pouvoir mieux répondre aux aspirations du secteur. Ceci ne peut être pour nous qu'un objet de satisfaction, de réelle réjouissance de la part de l'ensemble des artistes qui se voient désormais dotés de moyens pour leur production créatrice. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier les plus hautes autorités du pays qui ont consenti cet effort malgré la faiblesse des ressources en cette période de crise et exhorter les artistes qui en sont les bénéficiaires à en faire le meilleur usage et surtout à en faire de véritables leviers pour la promotion de la culture. Cette cérémonie de remise de matériel a été mise à profit par les employés du Palais de la Culture pour présenter au chef du département leurs vœux de nouvel an. Et le ministre Bruno Maïga de les exhorter à plus d'efforts pour revaloriser le service. Le président directeur général de la CMDT à la tête d'une délégation a été en visite dans la filiale centre de Fana. Les conditions de travail pour améliorer la qualité du coton produit dans notre pays étaient au centre des échanges avec les travailleurs. La campagne 2013-2014 en cours d'évaluation promet de combler les attentes et les 47% des 69 500 tonnes de coton-graines attendues sont déjà évacués sur les 4 usines dont dispose la filiale. Agali Aguissa, compte rendu.
À l'instar des 521 villages couverts par la filière centre de Fana, la localité de Ndoumi, visitée par la délégation de la CMDT, a connu une campagne agricole marquée par l'irrégularité des pluies. Cependant, la quantité de coton récolté donne bon espoir. Selon le premier responsable de la filiale, les 47% des 69 500 tonnes de coton attendues sont déjà enregistrées dans les différentes usines. Par rapport à la campagne de grainage, sur les 70 000 tonnes prévues, nous avons déjà rentré 33 000 tonnes. Et à ce jour, nous avons payé aux producteurs 6 milliards 500 millions. Tous les paysans qui évacuent leur coton sont payés automatiquement. Après le marché de coton, le nouveau président directeur général de la CMDT et sa délégation ont visité les usines de Djoula et Fana, les ateliers et les garages. Comme dans les autres filiales, les échanges avec les travailleurs ont porté sur les conditions de travail et les défis à relever. Le nouveau responsable de la CMDT est conscient des efforts à fournir, mais prône le travail bien fait. Il faut que chacun à son niveau mette le maximum d'efforts sur le travail bien fait, et le devoir de fidélité, d'intégrité vis-à-vis de la société. Auparavant, la société de semences du Mali, notamment l'usine de conditionnement des semences de coton à Sikasso et le centre de recherche et de formation pour l'industrie textile Serfitex, avaient reçu la délégation. Le centre de centralisation des produits maraîchers de Koulouba-Ouéré, c'est dans le cercle de Nyono, sera opérationnel au mois de mars prochain. C'est le constat fait par une délégation composée des responsables du programme de compétitivité et diversification agricole et leurs partenaires techniques et financiers, donc dont la Banque mondiale. Reportage de Fousseni Samaké. En se rendant à Koulouba-Ouéré, dans la zone office du Niger de Nyono, les responsables du programme de compétitivité et diversification agricole PCDA et leurs partenaires voulaient non seulement visiter les installations du centre de centralisation, mais aussi et surtout informer et sensibiliser les acteurs de la filière échalote-oignon sur les multiples services dont le pôle est capable de rendre dans la promotion de la filière échalote. Le challenge maintenant majeur, c'est celui de la gestion de l'infrastructure. L'infrastructure est commerciale, ça veut dire qu'elle doit aider les gens à mieux vendre. Les responsables de Nyono ont invité les producteurs maraîchers à saisir cette opportunité pour lever les contraintes critiques du développement des chaînes de valeur de certaines filières commerciales agricoles au Mali. Cette réalisation du PCDA nous réconforte. Elle nous permettra de mieux conserver et mieux vendre notre oignon en toute saison. Je lance un appel à tous les acteurs de la filière pour s'approprier ces magasins de stockage. Maintenant, avec cet ouvrage, nous espérons que le prix de l'échalote sur le marché va être stable, va être régulé, et pour le grand bonheur des populations consommateurs que nous sommes. Ce centre, qui a une capacité de stockage de 300 tonnes, sera opérationnel au mois de mars selon les acteurs. L'Association pour l'épanouissement social et économique des femmes du Ganadougou a organisé une grande manifestation artistique et culturelle. L'événement, placé sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale, s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme rurale. Daouda Diakité. En organisant ce rendez-vous dédié à la femme rurale, l'Association pour l'épanouissement social et économique de la femme du Ganadougou a choisi l'aspect culturel pour apporter sa contribution à la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Nous organisons cet événement pour la paix au Mali et surtout pour l'entente entre les femmes du nord au sud. L'événement rentre dans le cadre de l'édition 2013 pour les femmes rurales. Une façon originale pour les initiatrices de magnifier la femme rurale et de livrer des messages de paix et de la réconciliation nationale pour que le vivre ensemble soit une réalité entre tous les fils d'un Mali uni. L'importance du rôle des femmes dans le développement n'est plus à démontrer. La participation active et constructive de tous à la gestion de la chose publique recommande que tous les acteurs, hommes et femmes, soient encouragés à exprimer leurs préoccupations et souhaitent à apporter leur contribution à la résolution des problèmes prioritaires. Les sketchs sur le processus de production et de transformation des produits locaux, les mariages traditionnels dans le Ganadougou
et les prestations des groupes folkloriques sont venues agrémenter cette journée de la femme rurale délocalisée dans les Ganadougou. La salle de conférence du Conseil de cercle de Douarnenez a servi de cadre à la rencontre de dialogue politique organisée par Jubilé 2000, coalition des alternatives africaines d'aide et de développement. Le projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale porté par les leaders communautaires des zones affectées par la crise. Mahamar Ibrahim Touré. Dans le cercle de Douarnenez, le projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale porté par les leaders communautaires des zones affectées par la crise est une initiative de Jubilé 2000, coalition des alternatives africaines d'aide et développement. Ce projet est mis en œuvre à travers des rencontres de dialogue intercommunautaire. Financé par le PAOS 2, il contribue à la recherche de paix durable dans certaines contrées minées par le conflit intercommunautaire. C'est seulement en échangeant et en nous pardonnant que nous pouvons perpétuer le dialogue, assurer la réconciliation que nous souhaitons tant dans notre pays. Au cours de la rencontre, les acteurs du cercle de Douarnenez seront informés des résultats de l'analyse des groupes de veille sur les conflits intercommunautaires. Ils dégageront des actions et stratégies visant l'atténuation des conflits. L'objectif de ce dialogue est de restituer aux autorités locales et nationales les résultats de l'étude réalisée avec les communautés sur les conflits. J'invite tous les acteurs à s'investir efficacement afin d'engranger des résultats escomptés et d'assurer la pérennité des acquis des mois à venir. Les responsables du groupe de veille s'engagent à s'investir plus pour atténuer la tension sociale. Jubilé 2000 CAD Mali regroupe 103 membres. Un mot de politique, l'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANCD, fait le point de ses activités menées durant l'année 2013. La cérémonie de présentation de ce bilan s'est déroulée, vous pouvez l'imaginer, en présence de plusieurs militants du parti Adama Koulibaly. Les femmes et les jeunes du comité 2 du quartier Bankoni sont sortis pour accompagner les responsables du parti Alliance nationale des convaincus pour le développement, ANCD Mali. Le parti avait appelé ses militants pour leur présenter le bilan d'activités menées durant l'année 2013. Le point de satisfaction du parti, c'est que le parti consciencieusement passe à son examen de conscience. Vous savez, quand on délivre un récépissé, ce n'est pas pour aller dormir, ce n'est pas pour aller faire des fêtes, mais c'est pour contribuer en sa manière au processus de développement politique au sein d'une nation. Et aujourd'hui, le parti ANCD est fier d'avoir accompli des missions qui sont de ses devoirs. C'est pourquoi ce bilan annuel a été tout le temps initié et nous avons tout le temps été accompagnés, appuyés, assistés par des amis, par des alliés, par des proches. Une cérémonie de présentation de bilan d'activité à laquelle était invité l'ancien ministre de la formation professionnelle, Modibo Kadjougé. Une occasion pour d'autres responsables du parti ANCD Mali de remercier les militants en leur demandant de continuer à se battre. Et ceci de répondre qu'ils continueront à suivre si le développement local sera toujours au centre de leur lutte politique. L'Institut français du Mali, ex-centre culturel français, accueille depuis hier, et ce jusqu'au 31 janvier, une exposition baptisée Vie sociale femmes. Cette exposition est le résultat de plusieurs années de travail du graphiste et artiste peintre Noumouké Kamara. Il nous raconte à travers cette série de toiles le quotidien de la femme malienne. Modibo Soiré est tombé sous le charme de cette exposition. Voilà suivant son compte rendu. Cette exposition inédite à travers des aquarelles réalisées par Noumouké Kamara, suite à une résidence artistique menée pendant 10 ans, est inspirée de la vie et surtout du quotidien de la femme. À travers ses œuvres, notre artiste du jour nous rappelle à quel point le rôle de la femme est primordial dans les sociétés africaines. C'est une femme pour rendre hommage d'abord à ma mère. Je pense qu'elle a beaucoup souffert. Et vu tout ce qui s'est passé dans le pays dans les 3 dernières années, femme et vie quotidienne, vie de la capitale.
Natif de Bamako, courant en plein cœur de Bamako, très jeune Numouké reproduit des affiches et autres posters de cinéma qu'il trouve ici et là dans son quartier. Bref, c'est le début de sa passion pour les arts plastiques à travers une nouvelle technique qu'il appelle le néographisme. Le néographisme, c'est un nouveau concept que j'ai développé depuis une dizaine d'années. Et il y a le graphisme classique qui est là, qui est connu. Et ça, c'est en quelque sorte une identité de Noumou qui vient de naître, que j'ai expérimenté depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, le graphiste et peintre diplômé de l'Institut national des arts de Bamako nous présente à travers ses tableaux un univers gris où se mélangent mélancolie et nostalgie. En somme, il combine des formes géométriques abstraites avec des illustrations typographiques. J'ai vu un caractère fusionnel et très grandiose de ces jeunes artistes maliens. Je suis bluffé, mais ça me réconcilie même avec mon autre passion qui est la peinture. Cette exposition se veut aussi un caractère pédagogique avec l'introduction de la filière art dans les lycées. Vu la crise qu'on vient de traverser, je trouve que les femmes, elles ont été vraiment victimes de cette situation. Donc c'est tout à fait normal que l'artiste s'exprime aujourd'hui sur la vie des femmes. Vie sociale femme est une expo qui mérite donc d'être visitée car la femme est magnifiée à travers sa bravoure, son rôle dans le foyer ou encore son émancipation. Sport football, la 4e journée s'est achevée cet après-midi avec le nul 0 but partout entre le Gabon et le Burundi. Vous aurez compris qu'on parle du championnat d'Afrique des Nations. Au groupe D, le résumé des deux rencontres, l'autre rencontre qui a suivi, la RDC a battu la Mauritanie par 1-0. Qu'on résumé donc de ces deux matchs avec Diarra Konaté. La Mauritanie, qui ne s'était jamais qualifiée à une compétition des nations de la CAF, perd son premier match face à la RD Congo dans ce championnat d'Afrique. Les Mauritaniens vont se battre jusqu'au bout. Malgré des belles séquences de jeu de part et d'autre, aucun but ne sera marqué en première période. Les Mouraboutoun regagnent les vestiaires avec l'espoir de revenir déjouer la tactique de la RD Congo. Mais c'est l'espérance qui entre en jeu. Ainsi, à la 50e minute, la République démocratique du Congo trouve le fond des filets sur penalty inscrit par Edi Momo. Les Mauritaniens vont même terminer la partie à 10 contre 11 avec l'expulsion du capitaine Moussa Baka. La volonté seule ne suffisait pas dans ces matchs, mais plutôt l'efficacité. La RD Congo l'emporte 1-0. De cette rencontre. Juste après, l'Afrique centrale était à l'honneur avec l'affiche Gabon-Burundi. Dans ces matchs, les Gabonais n'obtiendront qu'une seule franche occasion de but. Daniel Cousin rate le cadre. Malgré une légère domination des Panthères du Gabon, le score reste 0 but partout à la pause. La seconde période sera à l'image de la première. Les deux équipes se partagent les points. La RD Congo prend ainsi la tête du groupe D, 3 points, suivi du Gabon et du Burundi, 1 point chacun. Et la Mauritanie, 4e, 0 points. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. En tout cas, je rappelle que le Mali sera de la compétition demain. Le Mali jouera contre l'Afrique du Sud, pays organisateur. Un match d'un grand challenge. En tout cas, impossible n'est pas malien. Voilà, c'est donc tout, encore une fois, pour cette édition. Demain, 10h, 13h, Amadou Sankaré, et s'il plaît à Dieu, je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions de la soirée. Excellente nuit à tous. Au revoir.